Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top 5 des plus belles remontadas des clubs français dans l'histoire, peu importe la compétition. C'est évidemment un classement subjectif, je vous laisse mettre le vôtre dans les commentaires, et on se retrouve dès maintenant pour le numéro 5. On commence ce top 5 par un grand classique du championnat de France. À la fin du mois d'août 98, un mois après la victoire des Bleus contre le Brésil, l'OM accueille Montpellier au Vélodrome dans le cadre de la 3e journée du championnat. Les Marseillais, forts d'un effectif composé de plusieurs champions du monde avec Laurent Blanc, Robert Pires ou Christophe Dugarry, et de quelques têtes bien connues dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, sont clairement favoris de la rencontre face à des Montpelliérains qui ont terminé seulement 12e de l'exercice précédent. Mais après les 45 premières minutes du match, coup de tonnerre. La paillade asphyxie totalement les Marseillais et rentre au vestiaire en menant sur le score de 4-0. Roland Courbis, coach de l'OM, s'en mord les doigts. Piqués à vif, les Marseillais tentent de revenir dès le début de la seconde mi-temps, poussés par un Vélodrome plein, comme à son habitude. À l'aube des 30 dernières minutes de la rencontre, Florian Maurice, servi par Dugarry, inscrit le premier but marseillais d'une superbe tête croisée. Et Dugarry, justement, entré à la mi-temps et déjà décisif, va changer le cours de la rencontre en marquant 2 buts de la tête, qui ramènent les Marseillais dans le match, poussés par les 57 000 spectateurs qui sentent déjà cette bonne odeur de comeback. Et après le but de l'égalisation d'Éric Roy sur une combinaison sublime avec Fabrizio Ravanelli, à la 90e minute, Robert Pires s'engouffre dans la surface montpelliéraine. Un match incroyable qui a basculé dans la folie après la mi-temps, malgré l'importance relative de la rencontre. Un scénario encore plus fou quand on revoit les images du retour des vestiaires et de l'échange entre Loulou Nicolin, président du club de Montpellier, et Roland Courbis. C'est peut-être le plus beau match de l'histoire du Paris Saint-Germain, ou du moins, l'une de ses plus belles performances en Europe. En 93, le PSG affronte le Real Madrid en quart de finale de la Coupe UEFA, après avoir éliminé le Napoli et Anderlecht au tour précédent. Au match aller au Bernabéu, les Parisiens, qui selon Bernard Lama, ont trop respecté un adversaire plus expérimenté, perdent 3-1 malgré une rencontre plutôt équilibrée et un penalty madrilène inscrit à la dernière minute du match. Le retour s'annonce donc difficile même si le but à l'extérieur marqué en Espagne a fait beaucoup de bien aux joueurs de Paul Le Guen. Le 18 mars 93 au Parc des Princes, c'est l'ambiance des grands soirs. Ce n'est pas le plus grand Real de l'histoire évidemment, mais quand même, le PSG doit réagir. Nouvel acte tout de suite en direct sur Canal avec ce Paris Saint-Germain Real Madrid. Dès le début de la rencontre, les Parisiens, revanchards, arrivent avec l'intention claire de renverser la rencontre. 33e minute, corner rentrant de Valdo pour un gros coup de casque de Georges Weah, 1-0. Deuxième mi-temps, les Madrilènes souffrent et s'en remettent à leur gardien décisif à plusieurs reprises, mais à la 81e minute, Ginola envoie une merveille de demi-volée qui finit sous la barre. 2-0, les Parisiens ont fait le boulot et sont qualifiés pour les quarts de finale, pour le moment. Profitant des largesses offertes par le milieu de terrain madrilène qui s'est rué en attaque, Valdo marque le 3e but parisien dans un match définitivement fou. Sauf que voilà, le Real pousse jusqu'au bout et sur l'une de leurs dernières occasions, les Madrilènes inscrivent le but des prolongations par l'intermédiaire du Chilien Ivan Zamorano qui trompe Bernard Lama à bout portant. Quelques instants plus tard, au bout du temps additionnel, le PSG obtient un coup franc à l'entrée de la surface madrilène. Le PSG a réalisé l'exploit de sortir le Real au bout d'un superbe match qui a tenu toutes ses promesses. Les Parisiens se feront sortir en demi-finale par la Juventus de Roberto Baggio, mais ce match retour au parc aura définitivement marqué l'histoire du club de la capitale. Alors oui, ça paraît fou aujourd'hui, mais le FC Metz a bien joué contre le FC Barcelone en Coupe d'Europe au beau milieu des années 80. Vainqueur héroïque de la Coupe de France contre Monaco en mai 84, les Messins obtiennent leur ticket pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, où les attendent en 16e de finale le futur champion d'Espagne, le FC Barcelone. Premier match qui sort, FC Metz. Deuxième tiré, Barcelone. Je t'ai dit, mais c'est pas vrai, on vient d'arriver, on débarque. C'est la première fois de notre vie qu'on arrive à ce stade-là d'une compétition européenne et on tombe sur le numéro 1 de l'époque. Lors du match aller à Saint-Symphorien, timide et sûrement stressé par l'événement, les Messins passent complètement à côté de leur match et perdent 4-1. À l'époque, évidemment, tout le monde pense que c'est déjà plié,
Aucune télévision française n'a fait le déplacement en Espagne, Barcelone se permet de faire jouer son gardien remplaçant, et le Camp Nou est quasiment désert avec seulement 20 000 tickets vendus. C'est clairement le petit poussé français face à la montagne catalane. Dès le début de la rencontre, les Barcelonais assiègent le but messin et inscrivent le premier but du match grâce à Francisco Carrasco. Les Messins doivent désormais marquer 4 buts pour réaliser l'exploit et se qualifier en 8e. Agacés par l'entame du match réussi du club catalan, les Lorrains vont complètement renverser le match en même pas 20 minutes. Grâce à 2 buts de l'Allemand Toni Kurbos et un but contre son camp du capitaine barcelonais Sanchez, le FC Metz revient à 3-1. L'exploit est en marche. Mais les Barcelonais ont laissé passer l'orage, ils tentent de faire le break à plusieurs reprises et réussissent à tenir le score jusqu'à la 86e minute de la rencontre. Les Messins viennent de croquer l'ogre barcelonais et parviennent à se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Un exploit immense au vu du score lors du match aller à Saint-Symphorien pour ce qui restera comme la plus belle soirée de l'histoire du club lorrain. C'est peut-être la remontada la plus connue de ce top 5. En 2004, l'AS Monaco, coaché par Didier Deschamps, propose une superbe équipe qui finit première de sa poule in extremis devant le Deportivo La Corogne et le PSV Eindhoven. En 8e de finale, l'équipe s'en sort face au Lokomotiv Moscou grâce à un but de Dado Perso au match retour qui permet aux Monégasques de rejoindre l'écart où les attendent les Galactiques du Real Madrid. Zidane, Ronaldo, Raoul, Figo, Beckham, Casillas, ils sont tous là et douchent les espoirs de l'AS Monaco lors du match aller à Bernabéu. Vainqueur 4-2 face à la bande de Deschamps, dont 3 buts dans la dernière demi-heure. Malgré tout, la tête rageuse de Morientes en fin de match laisse entrevoir la possibilité d'un exploit. De la première à la 95e, il n'y a rien qui est fini les mecs, il n'y a rien qui est fini, ils croient jusqu'au bout. À Louis II, le 6 avril 2004, la rencontre démarre et la première demi-heure est riche en occasions, mais toujours aucun but, jusqu'à une accélération du Brésilien Ronaldo qui transmet le ballon jusque Raoul. 1-0, les Monégasques sont dos au mur et doivent désormais marquer 3 fois pour espérer se qualifier. Un peu à la manière du FC Metz lors du match retour, les Monégasques vont renverser la balance en une vingtaine de minutes en inscrivant 3 buts magnifiques. Une volée des 20 mètres d'abord de Ludovic Giuli, un gros coup de tête de Morientes au retour des vestiaires et une majeure somptueuse de Giuli encore lui pour redonner l'avantage numérique à Monaco. Le Rocher va résister jusqu'au coup de sifflet final, l'AS Monaco a fait chuter le prestigieux Real Madrid et sa horde de stars pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Un exploit retentissant, surtout qu'il est suivi d'une qualification contre les Blues de Crespo, Makelele, Desailly et Lampard, mais malheureusement aussi d'une défaite en finale contre le FC Porto de José Mourinho. Un parcours magnifique pour les hommes de Didier Deschamps pour la 6e apparition d'un club français en finale de Ligue des Champions. Bon, il y a débat avec Monaco pour la place de numéro 1, mais ce match est peut-être l'un des plus aboutis de la grande équipe de Saint-Étienne des années 70. Porté par son trio magique composé de Jean-Michel Larquet, Patrick Rivelli et Dominique Rocheteau, l'AS Saint-Étienne accède jusqu'au quart de finale de la Coupe des clubs champions 1976, un an après son élimination en demi-finale de la même compétition, contre le Bayern Munich de Gerd Müller et Franz Beckenbauer. Au menu cette fois, le Dynamo Kiev d'Oleg Blokin, joueur star de l'URSS et surtout Ballon d'or en titre. Au match aller, une météo capricieuse et des conditions de jeu dantesques empêchent les Stéphanois de développer leur jeu, qui s'incline 2-0 face à l'une des meilleures équipes de l'époque. Au retour, dans le chaudron vert et soutenu par toute la France prise de passion pour cette équipe stéphanoise, les joueurs de Robert Herbin vont tout donner pour renverser le score. Malgré des bonnes intentions, le score est toujours nul après l'heure de jeu, et Blokin a même failli tuer le match en partant seul en contre-attaque, mais trop gourmand quand il fallait conclure. Révéli sur l'action qui suit, marque le premier but du match avant que Jean-Michel Larquet, quelques minutes plus tard, ne l'imite sur un superbe coup franc. Saint-Étienne a remis les pendules à l'heure, le score est de 2-2 et le match file en prolongation. À la 113e minute, au bout du suspense et dans un chaudron prêt à exploser, Jacques Santini combine avec Hervé Rivelli sur le côté droit. Ce soir-là, les Verts de Saint-Étienne sont nés. L'équipe a fasciné la France entière en atteignant la finale de la Coupe d'Europe, échouant une nouvelle fois contre le Bayern Munich, les fameux poteaux carrés.
Un match historique, un parcours remarquable et l'un des premiers grands exploits français sur la scène européenne, suivi dans tout l'Hexagone. Voilà, ce petit top 5 est terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées de classement pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour le 45e épisode.